Bravo. Mademoiselle. Merci d'être là. Pourquoi il embrasse si tu Il est chef de section, donc Embrassons nos députés. Oui, eh ben, on va commencer tout de suite. Nous sommes en train de démontrer le caractère totalement factice de la construction du gouvernement. Vous le savez, Frigide, vous aviez mis l'accent sur un point essentiel qui disait bien des choses, qui était le grand nombre de fois où le mot de père et mère était supprimé, plus de 150 fois. Votre travail n'a pas été inutile, puisque le gouvernement a compris qu'il y avait un problème. Plutôt que de le régler en supprimant le problème, il a voulu se masquer les yeux. Et donc il a pratiqué ce qu'on appelle l'article balai, c'est-à-dire qu'il a dit on garde père et mère, mais là où il y a marqué père et mère, ça se comprend comme si c'était père et mère, mais c'est deux personnes de même sexe. Voilà. Père et mère, Alors, hier, avec nos collègues, on a soulevé le problème suivant. En tant que maire, dans nos communes, on lit pour un mariage que l'autorité parentale appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Et ça, c'est pas changé par le projet de loi. On a demandé comment ça marche. On nous a dit ah, il y a un problème, et vous interpréterez. Donc le code civil désormais est frigide. Nous aurons comme maire la responsabilité de l'interpréter. On nous refuse la liberté de conscience, mais on nous dit le code civil, vous pouvez l'accommoder à votre manière. Il y a d'ailleurs un autre souci. Dans le préambule de la Constitution, le rôle de la mère est souligné. Moi, la question que j'ai en tête, c'est est-ce qu'il y a un article balai pour la Constitution pour prévoir que quand dans la Constitution il y a marqué la mère, ben, quand c'est deux pères, il faut interpréter mère comme voulant dire père. Enfin, on nage en plein surréalisme. Si c'était pas une affaire essentielle ou non, franchement, on pourrait en rigoler. La réalité, c'est que c'est tragique. Très bien. Alors nous sommes en plein dans le débat sur l'article 4, si j'ai bien compris. C'est le sujet. Mais c'est central. Voilà, c'est central. Alors vous avez évidemment une longueur d'avance. Je vous rappelle que nous avons dit de venir, car les Français n'ont pas été informés d'une chose absolument fondamentale à nos yeux de la manif pour tous et de nous représentons l'opinion publique et les citoyens français. Ils ne savent pas, messieurs les députés, mesdames et messieurs, que l'adoption plénière pour les couples de même sexe a été adoptée en première lecture, votée en première lecture, hein, c'est pas définitif, on est bien d'accord, on le dit bien. Moi j'adore, comme tout le monde nous explique aujourd'hui, la loi est votée. Bon, cela dit, nous tenions à la manif pour tous ensemble, à dire qu'il suffit de faire des écrans de fumée avec, en agitant plein d'autres sujets de débat qui en sont plus ou moins les tweets, les pains au chocolat, etc. Je sais que vous avez beaucoup de choses, qu'il se passe beaucoup de choses dans l'hémicycle, mais quand même, 55% des Français sont hostiles à l'adoption plénière, c'est-à-dire transmettant filiation et la parenté à deux hommes ou à deux femmes, et c'est fait, personne ne le sait. Mesdames et messieurs les journalistes, pourquoi n'en avez-vous pas parlé ? Voilà, je viens poser cette question et je suis heureuse que nos députés nous disent quand ça s'est passé et comment. Je passe la parole à Daniel Pasquet. Je crois que c'est le point essentiel parce qu'en fait, avec l'adoption plénière, on coupe définitivement le lien avec le père ou la mère naturelle. C'est-à-dire que l'enfant ne pourra plus jamais établir sa filiation avec son père ou sa mère naturelle. C'est extrêmement grave. Et on néglige et on oublie complètement un mouvement de fond dans la société qui consiste à vouloir connaître ses origines, à vouloir connaître son père ou sa mère naturelle. On voit bien que la prise en cause de l'accouchement sous X avec ceux qui sont nés par le jugement de la PMA qui veulent connaître leurs origines. Et puis surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui se met en place est terrible, puisque avec la PMA à l'étranger, avec la circulaire Taubira, qui, quoi qu'elle en dise, légalise la gestation pour autrui à l'étranger, et avec le projet de loi, on aboutit à quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que demain on va aller en Belgique ou aux États-Unis, PMA ou GPA. Si c'est un couple d'hommes, ils vont revenir des États-Unis avec un enfant. La filiation naturelle sera établie à l'égard de l'un des deux pères, donc par la circulaire Taubira, ça ne pose plus aucun problème. Mariage, adoption plénière, cet enfant aura une double filiation avec ses deux pères et le lien sera coupé définitivement avec la mère naturelle. C'est terrible. Idem pour deux femmes qui vont aller en Belgique et qui, par l'accouchement de la PMA, vont revenir en France. Il y aura une filiation maternelle biologique avec l'une des deux femmes. Mariage, adoption plénière. Tout sera verrouillé
et aucun retour en arrière ne sera possible, et cet enfant ne pourra plus jamais établir sa filiation naturelle avec son père. Ce qui se passe est terrible, c'est-à-dire que ça part d'une bonne intention, l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions, c'est-à-dire protéger certains droits, militer en faveur de l'égalité, mais on aboutit à une inégalité. Il y a des enfants qui connaîtront leur père et leur mère, il y a des enfants qui ne pourront plus jamais établir une filiation à l'égard de leur père ou de leur mère. On n'est pas dans l'égalité, on est dans l'inégalité. Et puis on en vient à légaliser le recours à la législation pour autrui, même si c'est à l'étranger. C'est tout à fait terrible, c'est-à-dire qu'à la fin, on en vient à négliger des droits, les droits des enfants, les droits des femmes, au motif de protéger les droits des personnes de même sexe. Ce projet de loi n'a ni queue ni tête, l'équilibre n'a pas été trouvé, et c'est ce que nous ne cesserons de dénoncer jusqu'à la fin des débats. Très bien, merci beaucoup monsieur le député. Voilà, j'en profite aussi, nous sommes venus au pied devant l'Assemblée nationale en tant que citoyens, parce qu'une polémique aussi se fait jour, comme quoi les députés qui s'opposent à ce débat ne seraient pas suffisamment nombreux. Le nombre de votes qu'on a vu sur l'article 1 pose un problème, l'opinion publique ne comprend pas très bien. Nous venons vous apporter tout notre soutien. Et je demande à ce qu'on applaudisse les courageux héroïques. C'est nous qui vous applaudissons. Certes, on ne vous voit pas très nombreux, mais on voit le travail incroyable et dans des conditions de travail insupportables. Comment peut-on effectivement savoir que l'adoption plénière est passée alors qu'on est en pleine nuit, et que tout le monde dort, et que le lendemain, il n'y a pas les journalistes, vous ne dormez pas. Donc je passe la parole à Philippe pour que, voilà, tu nous dises en quelques mots comment ça se passe en réalité. Sachez que les citoyens sont derrière vous soutiennent, et que nous sommes le relais à la Manif pour tous de votre travail. Nous essayons d'ailleurs, nous sommes dans le public aussi, pas nuit et jour. Nous serons jusqu'à la fin des débats présents dans le public. Les citoyens sont avec leurs élus et nous sommes là aussi pour secouer ceux qui ne sont pas là. Sachez-le. Et libérer la conscience de ceux qui sont encore opprimés, soit par la discipline de vote, soit par l'idéologie dominante, soit par les lobbies, je dirais même la peur. Il y a des motifs très très sérieux qui rendent l'ensemble du projet plus que bancal. Donc le gouvernement ne répond pas, le gouvernement s'arc-boute, mais je peux vous dire que toute cette intervention des uns, des autres, les prises de parole n'ont qu'un objectif, c'est démontrer que ce projet ne tient pas la route, et je crois que nous y arriverons. On verra au vote mardi prochain. Nous, on continue à être très 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 mobilisés. L'ensemble des collègues sont vraiment présents, et puis on cherche à dénoncer aussi quelques petits tours de passe-passe sur le nombre des votes enregistrés en pleine nuit, des mains baladeuses sur des boîtiers électroniques par exemple. J'emploie à dessein ce terme volontairement. Non, sur des boîtiers électroniques, et c'est pas très glorieux, et il faut aussi le dénoncer. Merci beaucoup de dénoncer effectivement ce qui n'est pas tout à fait dans la procédure habituelle du vote. Alors je vous donne maintenant la parole, et nous avons la chance d'avoir encore quelques députés. Je sais qu'après vous allez partir à nouveau batailler. On vous remet ce livre blanc à chacun, mais je laisse à tout seigneur et c'est tout honneur et madame, tout honneur, voilà, à vous mes chers amis. Georgina Dufoy devait participer à vos travaux, mais voilà, elle était de tout cœur pour dire encore qu'il n'y a pas que des gens d'un bord ou de l'autre. Tous ensemble, nous travaillons et nous réfléchissons pour la suite des opérations législatives. Dès le 10 novembre, nous avions décidé de la création de ces états généraux, puisque l'État nous refuse le débat qui a été possible pour la bioéthique. Et donc nous avions fixé au samedi 26 janvier dernier la première journée des états généraux de l'enfant, afin que nous puissions instaurer un débat qui est confisqué. Et nous avons vu défiler un certain nombre de spécialistes de l'enfant qui sont venus nous parler du bien, de l'intérêt et du droit de l'enfant. Et nous espérons que ça continuera en France. Donc ce livre blanc va être remis à tous les parlementaires, les sénateurs, adressé à chacun d'eux avec une lettre d'explication, et à tous les députés. Aujourd'hui même, c'est le lancement du livre blanc. Voilà, très bien. Jean-Baptiste. Oui, juste un mot pour vous dire quand même qu'on est au mois de février, que toute la mobilisation a démarré en septembre. On en est au 6e mois de mobilisation. Donc à ceux qui pensent qu'on va s'essouffler, ils peuvent encore bien s'accrocher. 6 mois, c'est que le début. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, ici on est à Paris, mais je rappelle quand même
qu'on en est au 3e grand mouvement national de mobilisation populaire, voire même le 4e si on intègre le 8 décembre, et que le 2 février, tous les départements de France étaient dans la rue, et que ça n'en finit plus. Plus de 300 000, dit les chiffres qui n'ont pas... Alors plus de 300 000, je dis les chiffres. Voilà, très bien. Donc si on fait le cumul, en plus on peut faire des additions, on ne fera pas de soustraction, on arrive à des choses très très impressionnantes. Donc dans tout ce foisonnement d'initiatives, il y a effectivement des gens qui crient à la justice et qui veulent la liberté pour les enfants, et il y a aussi des gens qui réfléchissent, qui vont sur le fond. C'était l'objet de ce livre blanc. Donc ce n'est qu'un début, vous savez qu'on se retrouvera tous le 24 mars, et on va aller de plus en plus loin, de plus en plus fort, et on sera de plus en plus présent. Bravo, merci Jean-Baptiste. Alors je vous laisse remettre solennellement, Madame la députée, un petit mot devant cette initiative. Mais écoutez, je voudrais vous remercier pour la remise de ce livre blanc. Bien sûr, remercier Frigide et tous nos amis. Les féliciter pour leur mobilisation. C'est pour nous un encouragement, un carburant pour tenir des dizaines d'heures d'affilée dans l'hémicycle pour combattre ce projet de loi. Et vous dire que ce qui nous anime, en dépit des injures qui circulent par voie de tweet et autres médias, et autres accusations de toutes sortes de méchanceté, d'homophobie, ce qui nous motive, ce qui nous anime avant tout, c'est la réflexion autour de l'intérêt de l'enfant. C'est véritablement notre boussole. Quel est l'intérêt de l'enfant? Et c'est la raison pour laquelle nous avions proposé avec nos amis députés une alternative au mariage homosexuel, avec un contrat d'union civile qui permettait de répondre aux besoins exprimés légitimement par les couples homosexuels que nous ne combattons pas, je tiens à le redire, mais ce que nous ne voulons pas, c'est que l'on modifie les fondements de la famille.